En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit. Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur. Alors c'est l'agroalimentaire. L'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle littéraire et convenue. Eh bien, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Pris au mot, j'embauche le lendemain à 6 heures du matin. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste, tenace, comme une arête dans la gorge. Non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Sur ma ligne de production, je pense souvent à une parabole que Claudel, je crois, a écrite. Sur le chemin de Paris à Chartres, un homme fait le pèlerinage et croise un travailleur affairé à casser des pierres. Que faites-vous ? Mon boulot ? Casser des cailloux ? De la merde ? J'ai plus de dos, un truc de chien, devrait pas être permis, autant crever. Des kilomètres plus loin, un deuxième occupé au même chantier. Même question. Je bosse ? J'ai une famille à nourrir ? C'est un peu dur. C'est comme ça et c'est déjà bien d'avoir du boulot. C'est le principal. Plus loin, avant Chartres, un troisième homme, le visage radieux. Que faites-vous ? Je construis une cathédrale. Puissent mes crevettes et mes poissons être mes pierres. Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui au départ m'agaçait les narines. Le froid est supportable avec un gros pullover, un sweatshirt à capuche, 2 bonnes paires de chaussettes et un collant sous le pantalon. Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence. La servitude est volontaire, presque heureuse. L'usine m'a eu. Je n'en parle plus qu'en disant « mon usine ». Comme si, petite intérimaire que je suis parmi tant d'autres, j'avais une quelconque propriété des machines ou de la production de poissons ou de crevettes. Bientôt, nous produirons aussi les coquillages et crustacés, crabes, homards, araignées et langoustes. J'espère voir cette révolution. Gratter les pinces, même si je sais que par avance, ce ne sera pas possible. Déjà qu'on ne peut pas sortir la moindre crevette. Il faut bien se cacher pour en manger quelques-unes. Pas encore assez discret, la vieille collègue Brigitte m'avait dit « J'ai rien vu, mais fais gaffe au chef s'il t'attrape. » Depuis, je lousdais sous mon tablier, avec ma triple paire de gants qui me coupe de l'humidité du froid et de tout le reste pour décortiquer et manger ce que j'estime être, à tout le moins, une reconnaissance en nature. Je m'emballe. Revenons à l'écrit. J'écris comme je parle quand l'ange de feu de la conversation me prend comme prophète, écrivait en substance dans je ne sais plus quoi, Barbé d'Aurevilly. J'écris comme je pense sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées, seule, déterminée. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. L'embauche. Ce ne peut être que cet immense couloir blanc, froid, au début duquel sont les pointeuses, autour desquelles on se presse la nuit à l'heure de l'embauche. 4 heures, 6 heures, 7h30 du matin, suivant le travail assigné, le dépotage, soit les caisses de poissons à vider, le mareyage ou l'écorchage, soit la découpe de poissons, la cuisson, soit tout ce qui concerne les crevettes. Je n'ai pas encore eu le malheur d'être de l'après-midi ou de soirée, commencer à 16h, finir à minuit. Ici, tout le monde s'accorde à dire, et j'en conviens jusque-là, que plus tu commences tôt, mieux c'est. Sans compter les heures de nuit, payées 20% de plus. Comme ça, t'as ton après-midi. Quitte à se lever tôt, autant se lever tôt. Mon cul. Tes 8 heures de boulot. C'est 8 heures de boulot à quelque heure de la journée. Et puis, quand tu rentres à la débauche, tu rentres, tu zones,
Tu comates, tu penses déjà à l'heure qu'il faudra mettre sur le réveil, peu importe l'heure, il sera toujours trop tôt. Après le sommeil de plomb, les clopes et le café du réveil avalé, à l'usine, l'attaque est directe. C'est comme s'il n'y avait pas de transition avec le monde de la nuit. Tu re-rentres dans un rêve ou un cauchemar. La lumière des néons, les gestes automatiques, les pensées qui vagabondent dans un demi-sommeil de réveil. Tirer, tracter, trier, porter, soulever, peser, ranger, comme lorsqu'on s'endort. Ne même pas chercher à savoir pourquoi ces gestes et ces pensées s'entremêlent. À la ligne, c'est toujours s'étonner qu'il fasse jour à l'heure de la pause quand on peut sortir fumer et boire un café. Je ne connais que quelques types de lieux qui me fassent ce genre d'effet. Absolu, existentiel, radical. Les sanctuaires grecs, la prison, les îles et l'usine. Quand tu en sors, tu ne sais pas si tu rejoins le vrai monde ou si tu le quittes. Même si nous savons qu'il n'y a pas de vrai monde, mais peu importe. Apollon a choisi Delphes comme centre du monde et ce n'est pas un hasard. Athènes a choisi l'agora comme naissance d'une idée du monde et c'est une nécessité. La prison a choisi la prison que Foucault a choisie. La lumière, la pluie et le vent ont choisi les îles. Marx et les prolétaires ont choisi l'usine. Des mondes clos, où l'on ne va que par choix, délibéré, et d'où l'on sort. Comment dire ? On ne quitte pas un sanctuaire indemne. On ne quitte jamais vraiment la tôle. On ne quitte pas une île sans un soupir. On ne quitte pas l'usine sans regarder le ciel. La débauche. Quel joli mot. Qu'on n'utilise plus trop, sinon au sens figuré. Mais comprendre dans son corps, viscéralement, ce qu'est la débauche. Et ce besoin de se lâcher, se vider, se doucher pour se laver des écailles de poisson. Mais l'effort que ça coûte de se lever pour aller à la douche quand tu es enfin assis dans le jardin après 8 heures de ligne. Demain, en tant qu'intérimaire, l'embauche n'est jamais sûre. Les contrats courts sur 2 jours, 1 semaine tout au plus. Ce n'est pas du Zola, mais on pourrait y croire. On aimerait l'écrire le 19e et l'époque des ouvriers héroïques. On est au 21e siècle. J'espère l'embauche. J'attends la débauche. J'attends l'embauche. J'espère. Attendre et espérer. Je me rends compte qu'il s'agit des derniers mots de Monte Cristo. Mon bon Dumas. Mon ami Lecomte ne vient-il pas de nous dire que l'humaine sagesse était tout entière dans ces 2 mots, attendre et espérer? Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais rien demandé, mais quand un chef à ma prise de poste me demande si j'ai déjà égoutté du tofu, quand je vois le nombre de palettes et de palettes et de palettes que je vais avoir à égoutter seule et que je sais par avance que ce chantier m'occupera toute la nuit, égoutter du tofu. Je me répète les mots sans trop y croire. Je vais égoutter du tofu cette nuit. Toute la nuit, je serai un égoutteur de tofu. Je me dis que je vais vivre une expérience parallèle dans ce monde déjà parallèle qu'est l'usine. Je pose le cadre. Il est 14h30, je sors de ma nuit m'étant couché vers 8h, je dois embaucher à 20h30 et débaucher à 5h. L'agence d'intérim m'appelle. Changement de programme et d'horaire. De 19h jusqu'à 4h30, ce qui, en comptant la demi-heure de pause quotidienne, me fera un bon 9 heures de boulot. Je ne serai pas au poisson pané, mais au plat cuisiné que mon usine produit aussi. Je commence à travailler,
J'égoutte du tofu. Je me répète cette phrase comme un mantra, presque comme une formule magique, sacramentelle. Un mot de passe, une sorte de résumé de la vanité de l'existence du travail, du monde entier de l'usine. Je me marre, hein. J'essaye de chantonner dans ma tête, il y a de la joie, du bon traîné pour me motiver. Je pense au fameux vers de Shakespeare, où le monde est une scène dont nous ne sommes que les mauvais acteurs. Je pense être un camoulox vivant. Je chante du traîné en égouttant du tofu. Oh, hélas, non! Vous reculez de 3, poisson pané! Je pense que le tofu c'est dégueulasse et que s'il n'y avait pas de végétariens, je ne me collerais pas ce chantier de fou de tofu. J'échafaude des contre-pés qui me semblent bien sonner. Égoutteur de tofu et fauteur de dégoût. Les gestes commencent à devenir machinaux. Cutter, ouvrir le carton de 20 kilos de tofu, mettre les sachets de 3 kilos environ chaque sur ma table de travail. Cutter, ouvrir les sachets, mettre le tofu à la verticale sur un genre de passoire horizontale en inox d'où tombe le liquide saumâtre. Laisser le tofu s'égoutter un certain temps. Un certain temps ? Comme aurait dit Fernand Reynaud pour son fût du canon. Qui se souvient encore de Fernand Reynaud et de ses sketchs qui semblent aujourd'hui si datés ? J'essaye de me souvenir des sketchs de Fernand Reynaud en égouttant du tofu. Le 22 à Asnières, la chemise lilas, pourquoi tu tousses ? Le fût du canon. Je me souviens que ma grand-mère adorait me les montrer à la télé quand j'étais gamin. Je repense à elle qui me manque. Je me souviens de Georges Perec, forcément. J'égoutte du tofu. Une fois le tofu égoutté, je le mets dans une cuve, filme la cuve, la place dans un coin de l'atelier en attendant qu'elle serve à je ne sais quel plat cuisiné. Ce n'est plus mon chantier. De temps en temps, les grands sacs où j'entrepose mes déchets cartons et sachets plastiques, je les emporte aux poubelles extérieures avec un transpalette. C'est bien ça, aller aux poubelles. Ça change un peu. Il y a peu, dans mon ancienne usine, j'étais dépoteur de chimères. Ça claquait plus quand même. Égoutteur de tofu. Celui qui n'a jamais égoutté de tofu pendant 9 heures de nuit ne pourra jamais comprendre. Et merde. Moi, vieux con, je sais, et pas toi. Il n'y a aucune gloire à en tirer. Pas de mépris pour les non-ouvriers. Le mépris! Je pense au chef-d'œuvre de Godard. J'essaye de me remémorer le thème de Camille par Georges Delrue. Musique qui irait bien, là, je crois, dans cette ambiance. Qui irait si bien. Mais je n'y arrive pas. Silencio. Les heures passent, ne passent pas. Je suis perdue. Je suis dans un état de demi-sommeil extatique, de veille paradoxale, presque comme lorsqu'on s'endort et que les pensées vagabondent au gré du travail de l'inconscient. Mais je ne rêve pas, je ne cauchemarde pas, je ne m'endors pas, je travaille. J'égoutte du tofu. Je me répète cette phrase comme un mantra. Je recherche le contre-pé que j'avais trouvé tout à l'heure, mais ne le trouve plus. Je me dis qu'il faut avoir une sacrée foi dans la paix qui finira bien par tomber, dans l'amour de l'absurde ou dans la littérature pour continuer. Il faut continuer, égoutter du tofu. De temps en temps, aller aux poubelles. La pause arrive à 1h10 du matin. Elle sera jusqu'à 1h40. Je ne sais pas si c'est légal d'avoir une pause plus de 6 heures après sa prise de poste, mais je m'en fous. Il restera 3 heures d'égouttage de tofu. Clope, café, clope, un sneakers, clope, un texto de mon épouse qui pensait à moi à 23 heures. Je souris tendrement, si elle savait. Mais c'est l'heure. Une dernière latte de clope, histoire de dire « T'as vu l'usine ? T'as vu le tofu ? Tu n'auras pas ma dernière clope !» Mon cul, je l'écrase bien vite. Le vestiaire en urgence, la tenue, la pointeuse, c'est reparti. J'égoutte du tofu. Encore 3 heures à tirer. Plus que 3 heures à tirer. Il faut continuer. J'égoutte du tofu. Je vais continuer. La nuit n'en finit pas. J'égoutte du tofu. La nuit n'en finit plus. J'égoutte du tofu. J'égoutte du tofu. Mohamed m'appelle à 17h. Son agence d'intérim vient de lui modifier ses horaires.
Il ne commence plus en même temps que moi à 19h, mais avec une autre équipe à 21h. C'est mort pour le covoiturage. Il est désolé, mais tu comprends, je me vois pas attendre devant l'usine ou faire l'aller-retour. Bien sûr que je comprends. Je comprends que c'est ça aussi, le travail précaire. Au gré des RH qui appellent l'intérim, qui ruinent toute organisation prolétaire pour covoiturer ou autre, mais bien plus profondément, de manière insidieuse. Je prends un exemple. Tu travailles de nuit ou tu fais une sieste après le boulot, l'agence d'intérim t'appelle, ton portable est coupé, message au réveil. Tu embauches 2 heures plus tôt que d'habitude. L'agence est fermée quand tu essayes de rappeler pour dire que tu ne peux pas, c'est trop tard. Tu devrais déjà être à ton poste, un autre intérimaire te remplacera demain. Je reviens à mes poissons panés. Il est 17h, j'embauche dans 2 heures et moi aussi je viens de me réveiller de ma sieste et de raccrocher d'avec Mohamed. L'usine est à une bonne quinzaine de kilomètres de la maison. L'angoisse commence à monter autant que les gouttes de sueur dégoulinent des aisselles. Taxi. Je ne vois que ça. S'habiller en urgence, descendre en ville à une station pour ne pas avoir à payer en plus le supplément de quand il vient te chercher chez toi. Le nom de l'usine, oui, il connaît. Dans l'autoradio, RTL fait un débat sur les primaires de la droite et laisse parler ces messieurs les candidats qui veulent sucrer le RSA aux manifestants casseurs. Hein ? Encore des gens qui profitent du système et qui veulent pas bosser et qui en plus s'en prennent aux forces de l'ordre et aux vitrines. Ils sont forcément au RSA, ces gens-là. Forcément au RSA. Se taire pour ne pas hurler. Le chauffeur me demande si je suis un chef pour aller comme ça à l'usine en taxi. Je lui réponds que je suis le fils d'Agnès Saal, mais il n'a pas l'air de capter ma vanne. Bientôt arrivé. J'ai honte à ce moment-là. Je ne veux pas montrer aux collègues que j'arrive en taxi. Je ne sais pas pourquoi. Ils savent pourtant que je covoiture avec Mohamed, mais c'est comme si en arrivant de la sorte, je faisais étalage de richesse, alors que c'est mon découvert qui réglera la course. Une honte rentrée, celle des soumis. Ne pas vouloir dire « Eh oui, j'arrive en taco, mon covoit m'a planté et je ne veux pas perdre mon taf ». Je demande au chauffeur de m'arrêter 500 mètres avant le parking. J'espère ne pas être vu en train de descendre du véhicule. La sueur des aisselles, comme tout à l'heure. Régler la course qui doit correspondre à une demi-nuit de salaire. Payer pour être payé. Payer pour ne pas être viré d'une usine de poissons panés. Pour ne pas être grillé au niveau de l'agence d'intérim. Mais ça, personne ne le saura jamais. Personne ne m'a vu descendre du taxi. Ou bien peut-être certains l'ont-ils vu et ont-ils fait semblant, comme moi j'ai fait semblant. À l'abattoir. J'y vais comme on irait à l'abattoir. C'est peut-être l'aboutissement, le paradigme, le résumé, le symbole, et même bien plus que ça de ce que peut être l'industrie agroalimentaire. Pourtant, je ne fais que nettoyer de nuit un atelier de découpe de porc, des coupeurs qui, j'imagine, interviennent après que les tueurs ont fait leur œuvre. Les poissons et bulots, les plats cuisinés et tout le reste d'autrefois me semblent aujourd'hui inoffensifs, gentillés, doucereux, même si le boulot était dur. Je dois nettoyer une chaîne de découpe. Il ne reste que les traces du travail de la journée des ouvriers. J'arrive avec mon tuyau. Tout est rouge de sang et blanc de gras. Je passe le jet pour prélaver.
Un collègue passe la mousse qui lave, je rince. Un collègue passe le produit qui relave et ne mousse pas, mais nous oblige à mettre des masques à gaz du fait de l'odeur et du danger. Je re-rince, on fignole, on range, fin du taf. L'intérim m'a appelé à 16h30 le lundi pour une embauche le soir même à 20h. Comme dans toutes les autres usines, on s'en fout de qui je suis. 2 bras et puis basta. Je n'ai jamais tenu un tuyau de nettoyage industriel. Je ne sais même pas faire le ménage chez moi. Ce n'est pas grave. L'usine est immense, monstrueuse. Un chef me dit « Atelier découpe-porc ». Je le suis. La porte s'ouvre et... L'atelier me semble grand comme la totalité d'une de mes anciennes usines. Du sang, partout. Le premier truc, le sang. Mes yeux cherchent à comprendre l'agencement de l'atelier et de ses espaces, et puis des lambeaux de cochons. Partout. Et pas que des lambeaux, des groins, des travers, des pieds et du gras de cochon si caractéristique. Partout. Je me dis, mais tu croyais quoi, bonhomme ? On t'avait bien dit que tu allais devoir nettoyer un abattoir. Le chef me file un tuyau, me montre un bout de ligne de production et me dit « Ça, c'est ta zone, à dans 2 heures pour qu'un gars passe la mousse. » J'actionne le tuyau. Cet engin est un cauchemar. Je m'applique, tente d'aller aussi vite et bien que je peux. Le chef repasse, et évidemment que je fais de la merde. Je bouffe du sang, au sens propre, et le sang dans ma bouche, ce sang de cochon, projection et contre-coup du jet haute pression. À la pause au vestiaire, miroir bien passé et usé, chacun se regarde et se nettoie en silence. Des collègues nettoyeurs racontent qu'à l'endroit où ils bossent, les ouvriers de la journée n'ont même pas enlevé leur merde. Je comprends au fil de leur discussion qu'ils nettoient l'endroit où les animaux attendent avant d'être tués et que la merde est à entendre au sens propre. Je m'estime heureux avec mon sang de porc. Je crois avoir bien nettoyé, mais ça ne suffit toujours pas. Le chef remarque que j'ai laissé un bout de gras translucide de la taille d'un demi-lardon dans un engrenage caché par une plaque. Des portes s'ouvrent. Je vois des centaines et centaines de cochons accrochés, des cochons découpés dans tous les sens, sous toutes leurs formes, et des tas d'autres trucs qui m'acharnent quand je ferme les yeux. Des collègues me montrent le travail, patient et résolu, à moi, l'incapable du ménage, et m'aident fraternellement quand le chef n'est pas là. Quand c'est fini, je retourne au vestiaire, me relave le visage, me roule des clopes dans l'infini couloir qui fait sortir de l'usine, reprends la voiture, mets l'autoradio très fort, à fond, avec des morceaux comme Viande des Mondragons, Ville portuaire de Tollard, ou Correspondance de Pour X raisons. Je roule de nuit pour retrouver mon épouse qui dort. Le chiot sort de son sommeil et me fait la fête, il me renifle de partout. Je sors le promener, quelques bouts de knacky dans la poche s'il fait son pipi et son caca dehors. 4 heures du matin, la ville dort. Il a fait et mérite bien ces petits bouts de saucisse industrielle. J'ai faim et m'envoie une saucisse qui reste. Dans moins d'1 heure, les tueurs embaucheront. J'aurai rejoint mon épouse et commencé ma nuit.
Incessant cauchemar martelé, répétitif, quotidien. Pas une sieste, pas une nuit sans ces mauvais rêves de carcasses, de bêtes mortes, qui me tombent sur la gueule, qui m'agressent atrocement, qui prennent le visage de mes proches ou de mes peurs les plus profondes. Cauchemars sans fin, sans vie, sans nuit, des réveils en sursaut, draps inondés de sueur, presque toutes les nuits. Parfois je hurle. Toutes les nuits, je sais que je vais être emportée. Parfois je hurle. Toutes les nuits, je sais que je vais emporter l'abattoir dans mes mauvais rêves. Et pourtant, à pousser mes quartiers de viande de 100 kilos chacun, je ne pense pas être le plus à plaindre. De quoi rêve-t-il ? Toutes les siestes, toutes les nuits, ceux qui sont aux abats, et qui, tous les jours que l'abattoir fait, voient tomber des têtes de vaches de l'étage supérieur, prennent une tête par une, les calent entre les crocs d'acier sur une machine idoine, découpent les joues, les babines, puis jettent les mâchoires et le reste du crâne. 8 heures par jour, en tête à tête. De quoi rêvent-ils ? Ceux qui sont au cuir. C'est ainsi qu'on appelle ceux qui arrachent les peaux des bêtes juste après qu'elles ont été tuées. Les peaux seront ensuite vendues à des tanneurs ou je ne sais qui. Il paraît que ce poste est éreintant, que les intérimaires tournent comme ailes de moulin jour de tempête, tellement c'est dur, physiquement, moralement. Arracher des peaux de vache toute la journée. De quoi rêvent-ils ? Ceux qui sont au fer, puisque chaque quartier de bête est marqué d'un numéro de tuerie, identifiant unique, traçabilité. Ils marquent la chair de la bête après que ceux des cuirs ont fait leur œuvre. Changent de numéro à chaque bête. Eh oui, c'est un des postes de l'usine. Des gens passent leur travail à marquer des bêtes au fer rouge et à changer les plaques de numéro entre chaque tuerie. La semaine prochaine, j'ai rencard chez le kiné. Mon corps commence doucement à être ravagé par ce bon mois de carcasse. Tout mon corps, mes muscles, mes articulations, mes lombaires, mes cervicales, le reste de mon corps dont je ne sais pas le nom. Le corps est un tombeau pour l'âme, dit la vieille maxime grecque classique, et je réalise que l'âme est aussi un tombeau pour les corps. Mes cauchemars sont juste à la hauteur de ce que mon corps endure. Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie, en écrasant des fleurs sauvages, et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube n'a jamais sa chance. À l'usine, on chante. Putain, on chante. On fredonne dans sa tête. On hurle à tue-tête couvert par le bruit des machines. On sifflote le même air entêtant pendant 2 heures. On a dans le crâne la même chanson débile entendue à la radio le matin. C'est le plus beau passe-temps qui soit. Et ça aide à tenir le coup, penser à autre chose, aux paroles oubliées et à se mettre en joie. Quand je ne sais que chanter, j'en reviens aux fondamentaux. L'international, le temps des cerises, la semaine sanglante. Traînait. Toujours traînait. Et encore. Le grand Charles, sans qui nous serions tous des comptables, comme disait Brel. Traînait, qui met de la joie dans ce putain d'abattoir et qui me fait sourire à mon épouse quand j'ai ta main dans ma main. Et puis la folle complainte reste quand même la plus belle chanson de tous les temps. Ou Ménilmontant. L'âme des poètes. Que je les cite. Reggiani, évidemment, Daniel d'Arc, Nougaro, Brel, Philippe Buty, Fersen, Fréhel et la Môme, Vian, Jonas, les frères Jacques ou Bachung, les Vampas, Ferrat, Bourville, Stromae, NTM, Anne Sylvestre,
et toujours le Prest et Barbara. Mais Trenet me sauve le travail et la vie tous les jours que l'usine fait. Sans lui, sans son absolu génie, je suis sûre que je n'aurais pas tenu, que je ne tiendrais pas. Et aussi vrai que Barbara m'a rendu l'espoir en écoutant Le mal de vivre un soir, il y a longtemps de ça, où tout était si noir à vouloir crever. C'est toi, Charles, comme un immense charlot qui rend supportable l'enfer des temps modernes. Ce sont tes géniales ritournelles abracadabrantes qui poussent mes carcasses, qui aident à supporter la douleur et attendre l'heure de la pause puis celle de la débauche. C'est la java du diable quand rien ne va. C'est le piano de la plage quand j'espère du beau. C'est le revenant que je suis tous les matins au turbin. C'est mes jeunes années d'avant l'usine. C'est ma folle complainte que je ne cesse d'écrire. Pour beaucoup, dont je suis, du populaire. Samson, Souchon, Julien Clerc, Jodassin, Vanessa Paradis, Clo-Clo, Sardou, Pierre Bachelet, Julien Doré, Michel Delpech, Bruel, Cabrel, Goldman, Calogero qui joue de la musique, et ce bon vieux Pierrot Perret. Pour tous, des chansons à boire, des chansons paillardes, et que la bite à Dudule titille le curé de Camaret pendant que Fanchon, dont la marraine reste toujours bretonne, cherche le petit vin blanc du côté de Nogent. Sauf les jours sans. L'autre jour, à la pause, j'entends une ouvrière dire à un de ses collègues « Tu te rends compte ? Aujourd'hui, c'est tellement speed que j'ai même pas le temps de chanter. » Je crois que c'est une des plus belles phrases, les plus belles, les plus vraies et les plus dures qui ait jamais été dites sur la condition ouvrière. Ces moments où c'est tellement indicible que l'on n'a même pas le temps de chanter. Juste voir la chaîne qui avance sans fin, l'angoisse qui monte, l'inéluctable de la machine, et devoir continuer coûte que coûte la production alors que même pas le temps de chanter. Et diable qu'il y a de jours sans. Je reviens à Barbara. Je ne suis pas poète, je suis une femme qui chante, se plaisait-elle à répéter. Pas de poésie non plus à l'usine. Nous sommes au milieu des gens qui chantons en travaillant. La fumée de l'usine de Clohars-Carnoët est la même que celle de Lorient de Prisiac ou de Chicago ou de Feu-Billancourt. Là-dedans, c'est nous. Quelle poésie trouvée dans la machine, la cadence et l'abrutissement répétitif. Dans des machines qui ne fonctionnent jamais ou qui vont trop vite. Dans cette nuit sans fin, éclairée de néons blafards, sur les carreaux blancs des murs, les inox des tables de travail, les tapis mécaniques et le sol marronasse. Dans des animaux morts qu'on travaille à longueur de nuit et puis de matin. Aucun oiseau ne vient jamais par une ouverture dérobée s'introduire dans nos ateliers. Les seuls animaux vivants sont les rats qu'on combat près des poubelles extérieures. On ne voit jamais les vaches vivantes. Nos gueules sont au milieu des portraits d'Autodix, nos corps des atlas de troubles musculo-squelettiques, nos joies des petits riens, des bouts d'insignifiance qui prennent sens et beauté dans le grand tout, le grand rien de l'usine. Un collègue qui aide juste en devinant ton regard, un geste qui devient efficace, une panne de machine de 10 minutes et les muscles qui se relâchent, le week-end qui ne tardera pas, la journée qui se finit enfin, l'attente de l'apéro, manger à sa faim, dormir de tout son sou, la paix qui tombe enfin, avoir bien travaillé, avoir retrouvé une chanson oubliée qui fera tenir encore 2 heures, avoir retrouvé un couplet, sourire. Ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie, mais laisser vivre les fleurs sauvages et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris où l'aube aurait enfin sa chance. Finir sur ce qu'on dirait un haïku d'automne ou de printemps. Plus de poésie, juste des fleurs sauvages, la transparence de printemps. Et tous ces textes que je n'ai pas écrits. Un texte, c'est 2 heures.
2 heures volées au repos, au repas, à la douche et à la balade du chien. J'ai écrit et volé 2 heures à mon quotidien et à mon ménage. Des heures à l'usine, des textes et des heures, comme autant de baisers volés, comme autant de bonheur. Et tous ces textes que je n'ai pas écrits.